Plus que 11 jours avant l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire, notre invitée est la directrice nationale de campagne du RHDP, chargée des femmes, des mouvements de soutien, véhicules d'opinion et des électeurs de l'étranger. Âgée de 61 ans, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara défend contre vents et marées la candidature du président Ouattara à la présidentielle et mobilise les femmes de son parti en vue de l'emporter. Les enjeux de cette élection, sa lecture de la situation sociopolitique actuelle du pays, les projets et les idées du RHDP pour l'école ivoirienne, la santé de notre éducation. Kandia Camara les évoque ce soir sans réserve sur NCI. Madame la ministre Kandia Camara, bonsoir. Bonsoir, M. Alidé Assouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose de suivre votre biographie. Kandia Kamisoko Camara, née le 17 juin 1959 à Abidjan en Côte d'Ivoire, est mariée et mère de 4 enfants. Elle occupe depuis 2011 le portefeuille de l'éducation nationale dans les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à ce jour. Diplômée de la faculté de lettres de l'université d'Abidjan, Kandia Camara a enseigné l'anglais dans plusieurs lycées et collèges publics du pays, notamment le collège moderne de Cocody, le collège Trèche-la-Plaine, le lycée professionnel hôtelier d'Abidjan. Très tôt, elle a embrassé la vie syndicale. De 1978 à 1980, présidente du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, MESSI, du lycée moderne des jeunes filles de Bouaké. 1987-1991, membre du bureau national du syndicat national des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire, SINESSI, membre de l'association des femmes enseignantes de l'Afrique francophone. Au niveau politique, Kandia Camara a fait ses classes au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. 1990, fondatrice du comité de rassemblement et de sensibilisation des femmes pour le PDCI-RDA, CORACEF. 1990-1994, secrétaire générale du Bureau national de l'Union des femmes du PDCI, UFPDCI, avant de virer au RDR, Rassemblement des Républicains, où elle a occupé plusieurs postes avant d'être hissée au rang de secrétaire générale de ce parti de 2017 à 2019. Depuis juin 2019, Kandia Camara est membre du Conseil national du RHDP. Le sport n'a pas de secret pour elle. Kandia Camara a été 6 fois championne de Côte d'Ivoire de handball, championne d'Afrique et médaillée d'or des Jeux universitaires. L'émission Sans réserve reçoit pour la première fois une femme. La directrice nationale de campagne du RHDP, chargée des femmes, des mouvements de soutien, véhicules d'opinion et des électeurs de l'étranger pour la présidentielle 2020. Madame la ministre, comme vient de l'indiquer le reportage, vous êtes la première femme qui accepte l'invitation de Sans réserve. Merci déjà. Est-ce que vous êtes disposée à répondre à nos questions sans réserve? Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Et je voudrais vous remercier pour l'invitation. J'en suis même très honoré, surtout de savoir que je suis la première femme à participer à cette émission. Très bien, nous en sommes honorés. En tout cas, plusieurs mouvements émaillés de violence ont quasiment paralysé l'école ivoirienne ces dernières 48 heures, suite notamment à un mot d'ordre de grève lancé par la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Comment vous réagissez à ces mouvements? Mais je trouve cela très regrettable. Parce que vous savez que l'école a besoin de quiétude. Pour un bon apprentissage, un bon enseignement, il faut un climat apaisé. Et donc, ce que nous avons vécu surtout hier, ce sont des actes regrettables. Et je me félicite de ce que tout soit rentré dans l'ordre aujourd'hui. Et je souhaite que vraiment l'école ivoirienne ne soit plus perturbée. Parce que chaque perturbation, chaque crise a un impact négatif, non seulement sur le travail des enfants, sur leur rendement, évidemment, sur le système éducatif tout entier. Donc, évidemment. Alors, les dirigeants de la FESI pointent du doigt, entre autres, les frais annexes à l'inscription dans les établissements publics, des frais annexes qui varient entre 10 000 et 40 000 francs CFA selon eux, en plus du montant de 6 000 francs normalement exigé pour l'inscription. Que répondez-vous? Mais je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez pour parler encore une fois des COGES, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parlez-nous de l'utilité de ces COGES. Vous savez, les COGES ont été institués en Côte d'Ivoire en 1995 avec un décret pris par le président Henri Konan Bédié.
le 20 janvier 1995 pour la création des COJES en Côte d'Ivoire. Et ce décret a été modifié en 2002 par le président Koudou Gbagbo Laurent et modifié une autre fois par le président Alassane Ouattara. Je voudrais saluer la création de ces COJES et donc remercier tous ces chefs d'État et aussi les chefs de gouvernement d'alors et comme de maintenant. Vous savez, dans tout le monde entier, vous avez des comités de gestion dans les établissements scolaires. Pourquoi? Quelle est leur utilité? Les pédagogues que sont les enseignants ou alors les chefs d'établissement s'occupent de l'aspect académique, l'aspect pédagogique de l'école. Mais l'école, c'est l'affaire de la communauté. L'école doit rassembler tous les acteurs qui sont concernés, à commencer par les parents d'élèves. Et donc, c'est comme ça qu'en 1995, la décision a été prise de faire en sorte que les parents d'élèves soient associés à la gestion de l'école. Justement, leur rôle, c'est de veiller au bon fonctionnement d'une école primaire ou d'un établissement secondaire. Est-ce que vous savez qu'un bureau de COJES peut interpeller un directeur d'école, un chef d'établissement qui ne fait pas correctement son travail, qui n'est pas présent, ou un enseignant qui n'est pas assidu à l'école? Et le COJES, justement, tient compte de l'environnement de l'école pour que ce soit un environnement propice pour le bon enseignement et le bon apprentissage. Parce qu'il s'agit de l'avenir de leurs enfants. On ne peut pas assurer l'éducation d'un enfant sans ses parents. Et donc, c'est comme ça que les COJES ont été institués. Mais je voudrais préciser que ce sont les parents d'élèves qui sont majoritaires dans le bureau COJES, dans une école. Le président du bureau est un parent d'élève, le vice-président est un parent d'élève, le trésorier et le trésorier adjoint sont des parents d'élèves, les enseignants assurent le secrétariat. Il faut savoir que dans un bureau COJES, vous avez les parents d'élèves, vous avez les représentants des enseignants, vous avez les représentants des élèves qui sont en général des chefs de classe. Donc c'est cet ensemble qui justement constitue le bureau du COJES. Est-ce que ce ne sont pas les cotisations qui posent un problème finalement? Oui, et je vais dire pourquoi. Parce que c'est ce que l'homme voit. Mais je voudrais dire que l'importance du comité de gestion ne repose pas uniquement sur le problème financier. Parce que j'ai dit que les COJES veillent au bon fonctionnement. C'est cela. Maintenant, deuxièmement, justement, quand on veille au bon fonctionnement d'une structure, on regarde justement si la structure est adéquate, si la structure répond aux normes. Comment fonctionnent les COJES de façon générale? Vous parlez des cotisations. Vous verrez que dans les établissements, nous avons plus de 18 000 écoles en Côte d'Ivoire. Les taux sont différents d'une école à une autre. Les taux de cotisation? Les taux de cotisation. Pourquoi? Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Voyez-vous, M. Ali Djarassouba, nous, à l'époque, quand on allait à l'école, les petites filles venaient à l'école avec un balai, les petits garçons avec une daba, et c'était les élèves qui s'occupaient de l'entretien de l'école. C'était la contribution de la communauté. C'était la contribution de la communauté. Je suis sûr que vous-même, M. Ali Djarassouba, vous n'accepterez pas aujourd'hui que votre fille aille entretenir les locaux à l'école. Donc, les COJES, justement, les membres des COJES décident, par exemple, de recruter du personnel pour l'entretien de l'école. Quand nous allions à l'école, on n'a jamais appris un jour que quelqu'un est rentré dans une école pour aller voler. Au jour d'aujourd'hui, même les salles multimédia que nous créons dans nos établissements, avec les équipements, mais ces salles multimédia sont régulièrement cambriolées et tout le matériel emporté. Donc aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir, justement compte tenu du contexte, il est nécessaire d'avoir des personnes pour le gardiennage. Et aussi le COJES, justement, qui regarde l'environnement ou étudie leurs enfants, les membres des COJES, regarde par exemple s'il y a des
petits travaux, il y a des petites réparations à faire. Par exemple, il y a une fenêtre qui est cassée, il y a des latrines qui ne sont pas fonctionnelles et tout. Donc, le bureau COJES, en fonction de la réalité de l'école, se réunit, analyse la situation, évalue les besoins, évalue aussi le coût. Mais avant de prendre quelque décision que ce soit, le bureau COJES s'adresse aux maires, parce qu'il faut savoir que ce sont les maires qui sont les présidents des assemblées des COJES. Vous êtes en train de dire que le ministère n'a pas d'influence sur les COJES? Pas du tout. Nous avons une direction pour encadrer justement le fonctionnement des COJES. Mais le ministère n'intervient aucunement dans le fonctionnement des COJES. Comme je dis, c'est le bureau COJES qui se réunit, qui évalue les besoins. Et ensuite, s'il y a des besoins et qu'il faut, par exemple, un financement, un fonds pour le faire, le bureau s'adresse au maire de la commune. Parce que c'est le maire qui est le président de l'assemblée de COJES. Et quand c'est un collège ou un lycée, s'adresse soit au gouverneur du district, quand c'est dans un district, ou alors au président de région, qui convoque une assemblée, c'est-à-dire convoque tous les parents, avec les représentants des enseignants, les représentants des élèves, et ils débattent de la question. Ils arrêtent le coût ou le montant de la dépense à effectuer. Ensuite, il faut une clé de répartition. Donc, ils décident du montant à payer par chaque parent. Et tout cela est fait par les parents. Et c'est la raison pour laquelle, quand je vois des personnes autres que des parents se plaindre, je suis quelque peu surprise. Est-ce que vous avez des séances, des discussions, d'échanges, un cadre d'échange avec notamment les acteurs de la FESI qui font des revendications autour de cette question de COJES et des frais annexes? Non, pour être franche avec vous, je n'ai jamais reçu le bureau de la FESI. Pourquoi? Pour une raison simple. Depuis 2011, le gouvernement a pris la décision de la suppression de la FESI au niveau du primaire et du secondaire. Donc la FESI relève de l'enseignement supérieur et donc je me dis que... Mais dans la pratique, on a vu que ces mouvements, quand même, ils ont réussi à déloger des enfants dans les écoles primaires. Oui, mais comment? Ce ne sont pas les élèves des établissements qui se sont révoltés ou qui se révoltent pour sortir. Ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec l'école, qui viennent effectivement agresser, jeter des pierres, évidemment, comme ce sont des enfants, et les enfants désertent, ou alors les chefs d'établissement ou les directeurs d'école préfèrent libérer ces enfants-là pour assurer leur sécurité. Mais je vais vous dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que le gouvernement a pris la décision de la suppression de la FESI dans les lycées et au collège? Tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à l'époque. Tout le monde le sait. Comment des enfants étaient instrumentalisés dans nos écoles. Mais que disent les textes? Ou alors, que dit la loi? La loi dit, pour justement militer dans un parti politique ou alors dans un syndicat, il faut être majeur. La majorité civile, c'est 21 ans. Monsieur Ali Diarra-Souba, vous allez faire le tour de la Côte d'Ivoire, le tour de tous nos établissements. Trouver un enfant de 21 ans aujourd'hui, au niveau du secondaire, sauf quelqu'un, peut-être qui a connu des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants de 21 ans qui ont même la licence, qui ont même la maîtrise. C'est cela. Donc, en fait, les élèves du secondaire et du primaire ne peuvent pas mener ce genre d'activité parce que la loi ne les autorise pas à le faire. Voilà, parce qu'ils n'ont pas l'âge requis pour mener ces activités-là. Ça, c'est deux. Deuxièmement, ces enfants ont besoin de se concentrer. Est-ce que vous savez que, d'ailleurs, moi, ma petite fille, à 16 ans, vient d'avoir le baccalauréat? La plus jeune bachelière, l'année dernière, elle avait à peine 13 ans. Elle est aujourd'hui à l'INPHB de Yamoussoukro. Vous prenez nos élèves, vous allez dans tous les grands lycées. Vous verrez qu'en terminale, il est rare de trouver des élèves qui ont plus de 18 ans. Donc, nos enfants sont très, très jeunes. Donc, ils n'ont pas le droit de mener des activités syndicales et politiques. Deuxièmement, ils sont très jeunes et nous voulons qu'ils se concentrent sur leurs études parce que c'est la raison pour laquelle ils sont dans les établissements. Très bien. Donc, en général,
Quand vous voyez les enfants sortis de nos établissements, c'est parce qu'ils ont été délogés, comme on le dit. Avant de passer à la politique, l'un des élus locaux de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le maire de Tia-Salé, a interdit les cotisations COGES dans sa commune. Comment vous réagissez? Mais écoutez, il est le président de l'Assemblée des COGES de sa commune. Il a le droit de le faire. En tant que maire, il décide qu'il n'y ait pas de cotisation COGES. Dans ce cas-là, les bureaux COGES vont s'adresser à M. le maire et M. le maire pourra faire face à leurs besoins. Très bien. Donc voilà. Donc c'est dire que c'est la raison pour laquelle nous disons rien n'est imposé. C'est-à-dire que dans un établissement, les parents peuvent décider de ne pas lever de cotisation parce que le besoin ne se fait pas sentir. Donc ce n'est pas systématique. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous avons dit à tous les parents d'élèves, membres des bureaux COGES, c'est que les cotisations ne doivent pas excéder 3 000 francs au niveau du primaire par parent, 5 000 francs au niveau du secondaire. Vous avez les moyens de contrôler? Mais écoutez, les chefs d'établissement sont là, les drains sont là, les inspecteurs sont là, et puis les parents d'élèves eux-mêmes. Voilà. Mais ce que je dis encore une fois, ce sont les parents d'élèves qui librement décident. Vous savez, dans un établissement, les parents d'élèves peuvent décider, par exemple, de planter des fleurs pour embellir le cadre d'apprentissage de leurs enfants. Et bon, une seule personne peut financer, comme plusieurs parents d'élèves peuvent cotiser pour faire face à cela. Donc, c'est dire que nous n'imposons rien, le gouvernement n'impose rien, le ministère encore moins. C'est l'affaire des parents d'élèves et vraiment, ça, nous laissons les parents d'élèves le faire. Mais nous refusons qu'il y ait des abus. Et je vous ai dit tantôt qu'en 2012, le décret a été justement... il y a eu un nouveau décret. Pourquoi? Parce que nous avons apporté une amélioration au fonctionnement des COGES. Nous ne nous immisçons pas dans la gestion des COGES dans les établissements, mais comme je l'ai dit, il y a une direction qui est chargée de les encadrer. Nous suivons. Donc aujourd'hui, ce qui est différent de ce qui se passait à l'époque, pour être dans le bureau de parents d'élèves, dans le bureau COGES, il faut être parent d'un élève de l'établissement. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, ils bénéficient de formation. Les parents d'élèves bénéficient de formation. Les membres des COGES bénéficient de formation. Troisièmement, aujourd'hui, un membre d'un bureau COGES qui fait de la malversation peut être poursuivi en justice et emprisonné. Donc nous mettons des garde-fous pour que justement la gestion de COGES se fasse au bénéfice des élèves, au bénéfice du système éducatif. Très bien. Kandia Camara, ces mouvements dans l'école ivoirienne interviennent dans un climat sociopolitique particulier, vous le savez, à 11 jours de la présidentielle, en pleine campagne électorale. Comment se déroule d'ailleurs la campagne au niveau des femmes, au niveau du RHDP? La campagne se déroule très bien. Nous sommes sur le terrain. Nous parcourons la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de crainte? Mais oui et non. Pourquoi oui, non. pourquoi non? Oui. Non, parce que, écoutez, ce sont les Ivoiriens qui librement ont décidé, et justement, même par référendum, parce que la dernière constitution a été votée par référendum à plus de 80%. Donc, ce sont les Ivoiriens. Et ensuite, il y a eu la Constitution. Et cette Constitution, justement, prévoit qu'il y ait des élections en Côte d'Ivoire cette année, le 31 octobre 2020. Donc, étant donné que les Ivoiriens eux-mêmes ont pris cette décision, donc en principe, il n'y a pas de problème. Et vous voyez que, bon, il y a la mobilisation. Mais en même temps, nous sommes, quand je dis nous, je parle de la population en général, nous avons quand même quelques craintes. Parce que quand nous voyons des violences, ça et là, évidemment, ça fait peur. Ça fait peur surtout que les victimes de toutes ces violences, en général, ce sont des jeunes. Et tous ces jeunes sont nos enfants. Nous, en tant que femmes, nous, en tant que mères, nous avons le cœur meurtri. Chaque fois que des enfants sont blessés, chaque fois qu'il y a des morts, comme ça a été le cas hier, chaque fois qu'il y a des enfants emprisonnés, mais tous ces enfants sont les nôtres, sont nos enfants. Donc nous avons des craintes pour cela. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que femmes, en tant que mères, nous prenons la paix.
la cohésion. Et nous demandons que vraiment cette élection présidentielle, voulue par l'ensemble des Ivoiriens, majoritairement, je dirais, majoritairement par les Ivoiriens, que cette élection se déroule vraiment dans la paix. Vous comprenez dans la quiétude. Vous comprenez le mot d'ordre de boycott actif lancé par l'opposition? Mais écoutez, avec ce que je viens de dire, je ne peux pas comprendre cela. Et encore une fois, cela est regrettable. Est regrettable parce que le boycott déjà en lui-même n'est pas une bonne chose parce que nous sommes dans un pays démocratique et dans un tel pays, il y a des élections. Il y a l'élection présidentielle, il y a les élections locales. Donc les élections ne doivent pas être l'occasion de violence, bien au contraire. Donc nous regrettons vraiment ce climat de violence qui règne. Et c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit et je le répète, nous souhaitons que ces élections-là se déroulent dans un climat apaisé, afin que les Ivoiriens, librement, choisissent celui des 4 candidats en lice qui répond à leurs aspirations, que celui-là soit élu et que celui-là puisse tendre la main aux autres afin de continuer à développer notre beau pays. Que dit Kandia Camara de la réconciliation nationale? Mais moi, je dirais que, voyez-vous, les Ivoiriens sont réconciliés. Les Ivoiriens sont réconciliés. Cela ne veut pas dire que les 25 millions d'habitants s'embrassent tous les jours. Non. Mais je dirais que les Ivoiriens sont réconciliés. Est-ce que la violence de ces derniers jours n'envoie pas un autre signal plutôt? Mais ça envoie un très mauvais signal. Est-ce que cela ne dénote pas justement de la division, de la scission qu'il y a entre les Ivoiriens? Non, pas du tout. Vous voyez, moi je suis une femme de terrain. Moi je vais partout en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens n'étaient pas réconciliés, Kandia Camara n'allait pas parcourir toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vais partout. Je vais dans les localités appelées bastions de certains leaders politiques qui ne sont pas du même parti que moi. Aujourd'hui, Mme Simone Gbagbo et des centaines de personnes, de prisonniers ont été libérés. L'opposition estime que ce n'est pas suffisant. Bon, peut-être. Parce que vous savez aussi, oui, la réconciliation, bon, on peut dire que ce n'est pas suffisant. Vous savez, c'est une quête permanente. Hein. C'est une quête permanente. Tous les jours, il y a des gens qui peuvent s'affronter. Il faut que les gens se réconcilient. Mais moi, je ne vois pas de clivage, par exemple, ethnique. Je ne vois pas de clivage entre religions. Je ne vois pas de clivage vraiment très remarquable en Côte d'Ivoire. Ben, moi, je dirais que même si tous les Ivoiriens ne s'embrassent pas, mais vraiment, la situation n'est pas aussi dramatique au point de dire que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Les Ivoiriens sont bel et bien réconciliés. Mais comme j'ai dit, la réconciliation, c'est comme la paix, c'est comme la cohésion, c'est une quête permanente, c'est quelque chose qu'on doit rechercher tous les jours. Et moi, bon, que vous me parlez de réconciliation, moi je suis totalement d'accord, mais je dis pour ma part qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont réconciliés. Le président Ouattara ne cesse d'indiquer que cette présidentielle est l'occasion de confronter les bilans. Quel bilan faites-vous de façon générale de l'école ivoirienne après près d'une décennie de gestion à la tête de ce département important? Moi, je voudrais m'en tenir au sentiment général des parents d'élèves. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les parents d'élèves? Ils sont satisfaits? Ils sont satisfaits. Les parents d'élèves sont satisfaits en général. Pourquoi? Parce que les enfants vont aujourd'hui à l'école dans un environnement apaisé, en dehors de ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment hier. Aujourd'hui, le taux de scolarisation a été boosté grâce à l'environnement qui a été créé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous avez plus d'écoles, vous avez plus d'enseignants. Vous savez, en 9 ans, le président Alassane Ouattara a fait construire 40 671 salles de classe, 320 lycées au collège. Il a fait recruter plus de 81 000 enseignants. Évidemment, tout cela
donne aujourd'hui les résultats que nous avons. Les parents sont satisfaits parce que de 2011 à aujourd'hui, le taux de réussite aux différents examens, le taux est parti au niveau du CEP de 58% à plus de 90%, aujourd'hui 95% pour le CEP. Au niveau du BEPC, de 16% aujourd'hui à 53, plus de 53%. Au baccalauréat, d'un peu plus de 20% à 40,08%. Vous savez, les parents sont très satisfaits. Les parents voient l'environnement dans lequel étudient leurs enfants s'améliorer. Les parents voient aujourd'hui les résultats de leurs enfants s'améliorer. Évidemment, cela ne peut que réjouir les parents. Vous dites que les parents sont heureux, mais il y a aussi pas mal d'observateurs qui estiment que le niveau de compétence des élèves ivoiriens aujourd'hui est faible. Est-ce que vous partagez cet avis? Moi, je dirais que le niveau s'est nettement amélioré. Parce que nous participons à des évaluations au niveau continental et même plus haut. Aujourd'hui, vous savez, en 2011-2012, la Côte d'Ivoire était dernière à l'évaluation PASEC. Aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons participer à la dernière évaluation. Mais avant ça, la Côte d'Ivoire était parmi les meilleurs. Et aujourd'hui, nous avons des étudiants ivoiriens qui sont dans pratiquement toutes les grandes écoles au monde. Et récemment, d'ailleurs, il y a l'un de nos boursiers qui vient d'être admis, ou je dirais même recruté au Fonds monétaire international. Et donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, le niveau s'est nettement amélioré. Vous prenez nos enfants, il y a 2 ans de cela, à l'examen, au concours international de mathématiques. Le premier était un Ivoirien, le 3e était un Ivoirien. Aujourd'hui, vous avez, comme je l'ai dit, les étudiants ivoiriens dans les plus grandes universités au monde et qui ont de très, très, très bonnes performances. Et ça peut être vérifié. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez plus de 1700 étudiants ivoiriens qui ont entre 16 et 19 de moyenne. Tout cela, ce sont des performances que vous pouvez vérifier. Donc, je dirais que le niveau s'est amélioré, mais évidemment, encore une fois, c'est une quête permanente. Nous cherchons à améliorer le niveau de nos enfants, à améliorer leurs performances, parce que, comme je le dis souvent, nous sommes dans un monde de compétition. Nous voulons que les enfants ivoiriens soient de plus en plus compétitifs, que ce soit ici au niveau africain, que ce soit au niveau mondial. Nous voulons que nos enfants aient de bonnes performances. Et d'ailleurs, il y a quelques jours de cela, j'ai un collègue qui était à l'INPHB et donc qui a rencontré des étudiants là-bas, qui a vu les performances des étudiants de l'INPHB. Ces étudiants-là ont été formés ici, en Côte d'Ivoire, dans nos lycées et au collège. Donc, c'est dire que le niveau s'est nettement amélioré et cela peut se vérifier dans les grandes écoles en Côte d'Ivoire, dans les grandes écoles à travers le monde et au niveau des compétitions internationales. Très bien. Alors, les résultats du CAFOB 2020 sont attendus depuis août. Pourquoi ils tardent? Mais parce que les résultats n'ont pas été donnés, parce qu'il faut savoir qu'à cause de la pandémie, tout le programme a été réaménagé. Nous avons dû organiser les examens jusqu'au mois d'août, les examens à grand tirage, les examens de CEP, de BPC et de baccalauréat. Et ce sont les enseignants qui sont les mêmes enseignants qui sont impliqués dans l'organisation du CAFOB, de l'examen du CAFOB. Ensuite, ce sont ces mêmes examens, ce sont ces mêmes enseignants qui procèdent à la correction, aux délibérations. Et à peine nous avons terminé l'année scolaire que nous avons entamé la nouvelle année scolaire. Donc, c'est une question de disponibilité des enseignants et très bientôt, les résultats seront proclamés. Toute dernière question avant de passer aux questions des internautes. Kandia Camara, quel est le ratio élève-enseignant? Pour ainsi dire, un enseignant s'occupe de combien d'enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Bon, ça dépend des niveaux. De façon générale, je dirais que le ratio, c'est
un enseignant pour peut-être entre 50 et 70 élèves. C'est pour ça que je dis que ça dépend des niveaux. Voilà. Très bien. Est-ce que vous êtes prête à répondre aux questions de nos internautes à présent? Mais bien sûr. Ce sera juste après ceci. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui répond à présent aux questions des internautes. La première vient de Jonas Ballot. Pourquoi y a-t-il trop de fautes dans les livres de nos enfants? Y a-t-il un comité de contrôle avant impression? Très bonne question. Ça aussi, ça me donne l'occasion de clarifier les choses. Vous savez, nous travaillons avec des éditeurs qui sont très sérieux, qui ont de longues expériences, qui ont une crédibilité, et donc qui font leur travail. Mais il faut savoir aussi que les ouvrages qui sont édités, nous, au niveau du ministère, nous avons une direction qui vérifie avant que ces ouvrages... Avant l'impression. Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours? Aujourd'hui, ce secteur est victime de fraude. Vous avez des personnes mal intentionnées qui peuvent acheter un livre, qui s'en vont les dupliquer et souvent avec beaucoup d'erreurs. Et ça, vous pouvez le vérifier. Ce n'est pas seulement au niveau de nos manuels, mais cela est valable aussi pour les livres pour le grand public. Donc, si vous vous adressez au ministère de la Culture et de la Francophonie, ils vous diront là-bas la même chose. Donc, aujourd'hui, le secteur est victime de contrefaçon, de plagiat, de fraude. Et donc, c'est ce qui engendre cela. Mais, la dernière fois, effectivement, il y a eu un cas. Vous avez vu, la réaction a été prompte. Nous avons demandé à l'éditeur de reprendre rapidement ces ouvrages-là. Donc, ces ouvrages ont été réédités et mis à la disposition, justement, de nos élèves et des enseignants. Mais c'est un phénomène que nous déplorons aujourd'hui à cause, justement, des imprimeries qui se trouvent ça et là et qui font de la contrefaçon et de la plus mauvaise manière, évidemment, ce qui a un préjudice, vraiment, ce qui nous concerne. Absolument. Prochaine question. La prochaine question nous vient de Anne-Marie qui dit « L'école dite gratuite semble plus chère qu'avant ». Votre commentaire? Vous savez, souvent, les gens disent des choses sans preuve. Aujourd'hui, l'école est totalement gratuite au niveau du primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du primaire, les parents d'élèves ne payent plus de frais d'inscription. Dans le primaire public, je précise, plus de frais d'inscription. Les manuels et les kits scolaires sont offerts gratuitement. C'est totalement gratuit. Et donc, partant de cela, bon, évidemment, l'enfant, il a les tables bancs, il a tout ce qu'il faut et tout pour aller à l'école, ça débourser de l'argent. Ça, c'est au niveau de l'enseignement primaire public. Mais évidemment, au niveau du secondaire, il y a des frais d'inscription. Les parents payent 6 000 francs au niveau du public et 3 000 francs au niveau du privé. Sinon, au niveau du primaire, l'école est totalement gratuite. Je voudrais même rappeler, il y a quelques années de cela, j'ai dû relever de leurs fonctions 5 directeurs d'école qui se sont permis de faire payer des frais d'inscription à des parents. Donc, je le dis, et nos portes restent ouvertes. Si dans une école primaire publique, il y a des frais d'inscription qui sont demandés à des parents, ou alors qu'on demande à des parents de payer des kits scolaires, qu'on nous saisisse, ou alors qu'on saisisse l'IEP si c'est à l'intérieur du pays. Donc, je répète, l'école est totalement gratuite en Côte d'Ivoire, dans les écoles publiques, je précise, primaires publiques. Les kits sont offerts à tous les élèves de toutes les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Et en cas d'abus, il faut vous saisir. Il faut nous saisir. C'est cela. Prochaine question. À quand l'orientation des nouveaux bacheliers, Josaphat Achaud? Bon, ça c'est une question à poser plutôt au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Absolument. Nous, notre mission s'arrête à l'obtention du bac. C'est cela. Voilà. C'est cela. Prochaine question. La prochaine question nous dit « À quand l'intégration des enseignants contractuels à la fonction publique ?» Une question de Goun Yves.
lorsque ces 10 300 enseignants ont été recrutés, ils ont même signé un contrat. C'est la raison pour laquelle on les appelle des enseignants contractuels. Voilà. Donc, ils sont sous contrat pendant 2 ans. Bon, on verra bien. S'il y a nécessité de les recruter, bon, le gouvernement décidera. Pour le moment, ce sont des contractuels. Très bien. Prochaine question. Les primes de logement des enseignants ne sont toujours pas disponibles. Qu'est-ce qui bloque? La question vient de Nguessan Joël. Les primes de logement des enseignants. C'est ainsi qu'est intitulé, qu'est mentionné la question. Je ne sais pas. Sinon, vraiment, sur le bulletin de salaire, tout est marqué. Hein. Les primes de logement ne sont pas bloquées. Non, non, non. L'indemnité de logement figure directement sur le bulletin. Et donc, l'enseignant perçoit et son salaire et son indemnité de logement. Alors, notre internaute a dû certainement se tromper ou confondre peut-être les choses. Prochaine question. La prochaine question nous dit « Pourquoi y a-t-il 2 inscriptions, une en ligne et l'autre physique ?» Jonathan Gico. Encore une fois, vous me donnez l'occasion de parler d'un aspect de notre système éducatif dont nous sommes fiers. Voyez-vous, à l'époque, les parents d'élèves se déplaçaient pour aller dans les écoles, pour aller payer les frais d'inscription. Et ces frais d'inscription pouvaient varier d'une école à une autre. Et justement, ces frais étaient fixés par les chefs d'établissement. Et il y avait beaucoup d'abus, notamment dans la gestion de ces fonds. Ce que nous avons décidé, et justement dans le cadre de la bonne gouvernance, pour améliorer notre système éducatif, nous avons instauré l'inscription en ligne et le paiement des frais d'inscription en ligne. Cela évite toutes sortes d'abus. Le premier avantage, c'est que l'enfant, dès les vacances, disons à partir de la fin de l'année ou pendant les vacances, l'enfant peut faire son inscription, même en étant à la maison. Cela évite les retards dans le démarrage des cours. Vous voyez bien que maintenant, quand on fixe la date de rentrée, par exemple au 14 septembre, dès le 14 septembre, il y a des enseignants qui commencent les cours avec les révisions, etc. Tout à fait. Parce que les enfants ne vont plus s'aligner, ou alors les parents d'élèves ne vont plus s'aligner pour payer les frais d'inscription, pour faire les inscriptions de leurs enfants. Donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, les parents d'élèves ne payent que les frais indiqués par le ministère. 6 000 au niveau de l'enseignement général et 6 000 au niveau du public et 3 000 au niveau du privé. Les 6 000, vous avez 5 000 francs de frais d'inscription et 1 000 francs pour la carte scolaire. Donc, ça fait 6 000 francs. Et le parent ne paye que ces 6 000. Il ne paye pas 6 500 francs, il ne paye pas 5 995. Voilà. Donc, ça évite toute cette abus. Et cette somme qui est payée a une clé de répartition. Voilà. Donc, cette clé de répartition est remise à l'opérateur et chaque destinataire reçoit sa quote-part. Donc, c'est un moyen d'efficacité. Le travail se fait à temps. Les cours démarrent à temps. L'argent est bien géré. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de malversation. Et le taux, il est uniforme. Et évidemment, nous sommes aujourd'hui engagés dans une école de qualité. Et dans l'école de qualité, il faut la bonne gouvernance. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons institué. Mais maintenant que l'enfant a payé ses frais en ligne, à l'école, il va maintenant pour son inscription physique. Voilà. Donc, mais il ne paye plus de frais quand il va à l'école. Très bien. Kandia Camara, nous sommes au terme de cet entretien. Déjà? Oui, absolument. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir répondu à nos questions et celles de nos internautes sans réserve? Ah oui, ça oui. Je vous ai dit ce que je pensais. Vous ne nous avez rien caché? Pas du tout. Très bien. Pas du tout. Je vous ai parlé franchement. Je vous ai parlé de la réalité et vous pouvez vérifier. Tout ce que j'ai donné comme information, vous pouvez le vérifier. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et vraiment, j'apprécie cette émission. Et elle est tellement bonne que j'ai même l'impression qu'on n'a même pas fait le temps qu'il fallait. On pourra vous recevoir en d'autres circonstances. Voilà.
Merci Bon, infiniment. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci à vous. Merci aussi aux internautes qui ont posé des questions. C'est cela, absolument. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci beaucoup.